Ça fait toujours plaisir de te revoir. Donc on a Lucas et qu'est-ce que tu nous deviens là, Lucas, depuis le Donc là, temps? je suis en troisième année de thèse, donc en statistique à Lyon 1. Donc pour parler un peu de mon parcours, j'ai fait l'agrégation en 2021. J'ai ensuite fait le parcours maths en action donc à l'université Lyon 1 pour faire des maths appliquées. Et je me suis donc orienté en statistique puisque il y avait un petit peu d'algèbre binaire. On aime toujours l'algèbre. D'accord. Et puis voilà, donc je m'intéresse à des modèles de régression. Et donc normalement, si tout se passe bien, je soutiens en juin-juillet. Waouh, super. Voilà pour le Et parcours. des projets après Plutôt enseignement. Ouais, Voilà, ouais, je ouais. ferme pas de porte et puis voilà, j'ai postulé sur ce qui passe. Oh, excellent, excellent. Bon, bah, écoute, en attendant, bah, puisqu'on parle enseignement, tu vas nous raconter quoi? Voilà, donc là, je vais présenter aujourd'hui le développement sur lequel je suis passé à l'oral, en algèbre. D'accord. Donc intitulé, bon, on peut parler de différentes manières, mais une bonne manière sur laquelle je me suis fixé pour le vendre, c'était sur le nombre 26. Donc une propriété du nombre 26. Donc quelle est cette propriété? Unique entier, compris, donc entre un carré et un cube. Et après, on pourra discuter des questions que le jury m'a posées ce jour-là. Donc, comment on aborde ce développement? Ce développement, donc d'abord, avant de parler du nombre qui est fixé entre un carré et un cube, on va s'intéresser à ce qu'on appelle une équation de Mordel. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à ce développement dans un premier temps. Une équation de Mordel, en quoi ça consiste? Donc, on s'intéresse au xy donc, entier tel que x carré plus 2 est égal à y au cube. Donc pour faire ce développement, j'avais admis plusieurs résultats qu'on m'a ensuite demandé de démontrer ou auxquels j'étais prêt à parler dans la suite du développement et l'entretien avec le jury. Mais ce qui était admis, c'était que l'anneau, donc si on considère l'anneau z de i racine de 2, il était euclidien avec ce qu'on appelle un statme, donc n qui à z associe donc zz bar, donc qui part de l'anneau A et qui arrive dans n pour ce cas-là. Donc si on l'écrit sous la forme de l'anneau, donc a i racine de 2 b, ça associe a carré plus 2b carré. Et donc ce que j'admettais, c'était que n est multiplicative et qu'elle était à valeur dans n. Et que le groupe des inversibles de l'anneau, c'était 1 moins 1, ce qui sera utile à un moment du développement. Donc comment on aborde cette équation qui est ici? Donc d'un point de vue algébrique, on a envie de donner des conditions, et d'abord, une première idée, ça serait de se dire, je vais factoriser ce terme-là, pour ensuite en déduire des propriétés algébriques sur la relation entre mes éléments qui seront soit dans Z, soit dans A. Donc comment on factorise l'équation? Donc on prend soit x et y, soit un couple x, y solution. Donc on factorise, on a donc l'équation qui devient x plus y racine de 2 fois x moins y racine de 2 égale y cube. Et donc comment on aborde ça? L'idée, ça va être de se dire, est-ce que ces deux éléments-là, qui sont tous les deux dans A, est-ce qu'ils ont un PGCD qui n'est pas 1, donc là dans un anneau qui n'est pas un inversible, donc ça veut dire, est-ce que ces deux éléments sont premiers entre eux? Donc première étape, on va montrer que x plus y racine de 2 et x moins y racine de 2 sont premiers entre eux. Pour ça, comment on procède? Donc, on va prendre soit D, donc irréductible de A, tel que D divise x moins y racine de 2 et D divise
x plus i racine de 2. Donc, je prends un élément premier, du coup, dans l'anneau, qui divise ces deux éléments-là, donc il va diviser la soustraction de l'un par l'autre. Donc, D va diviser 2i racine de 2, par hypothèse. Et donc, là, on peut essayer de procéder à une factorisation dans l'anneau. Donc, en fait, là, on reconnaît que D va diviser moins i racine de 2 au cube. Donc là, on a une relation de divisibilité donc, dans notre anneau, avec un élément qui est réductible. Et donc, l'idée, c'est de s'intéresser à la nature de cet élément dans notre anneau. Donc, pour ça, comment on va l'étudier? On va l'étudier grâce à la norme qu'on a introduite juste avant. Donc, on va montrer que i racine de 2 est un irréductible de A. Donc, comment on montre qu'un élément est irréductible? Supposons soit Z1, Z2 appartenant à A, tel que i racine de 2 soit égal à Z1, Z2. Un irréductible, quand on le définit dans un anneau, on suppose qu'il s'écrit comme un produit de deux éléments, et on doit montrer que l'un des deux éléments est un inversible de l'anneau. Donc, pour ça, comment on procède? On aimerait bien se ramener à un anneau où on connaît plus de choses. Donc, comment on va faire? Parce que là, on est dans z de i racine de 2. On va se ramener dans z en appliquant notre norme multiplicative, donc, qui est en fait le module au carré sur c. Et on sait que ça va nous donner, comme l'application multiplicative, que n de i racine de 2, qui vaut ici 2, c'est donc égal à n de z1 fois n de z2. Donc, ici, les quantités sont dans n, et 2 est un nombre premier dans z, qui est l'anneau z est factoriel. Donc, on sait que soit n de z1 vaut 1, ou n de z2 vaut 1. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça nous indique? En fait, si on regarde n de z1, c'est z1 fois z1 bar qui est égal à 1, et le conjugué, on voit que la conjugaison, elle préserve naturellement notre anneau. Donc en fait, ça appartient aussi à A. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de tout ceci? C'est-à-dire que l'un de ces éléments a une norme qui vaut 1, norme algébrique, et ce qui implique directement que Z1 ou Z2 appartient aux inversibles. Et donc, ici on déduit que i racine de 2 est bien irréductible. Donc, D étant irréductible, il divisait i racine de 2 au cube. Et i racine de 2 étant irréductible, on sait que D, du coup, vu que l'anneau A étant... Donc on avait supposé euclidien, on sait qu'à inversible près, D est égal donc à i racine de 2. Donc à plus ou moins i racine de 2. Et donc l'idée, nous on voulait montrer que les deux éléments étaient premiers entre eux. Et donc l'idée, ça va d'aboutir à une contradiction sur ce D. Donc si D, on sait que D divise x moins i racine de 2, voilà, pareil, on va repasser dans Z. On était dans A, on va repasser dans Z en écrivant que si on multiplie par le conjugué, on a naturellement que n de D divise n de x moins i racine de 2, ce qui est ici, ça donne 2, qui va diviser y cube. Donc nous avons que 2 divise y cube, donc je rappelle l'équation qui était x carré plus 2 égale y cube. 2 divise y cube, donc 2 divise x carré. Mais comme ici on a un carré et ici on a y cube, et que on est dans z, naturellement on va avoir 4 qui divise x2. Donc 4 divise x2 et 4 divise y cube. Et du coup on obtient que 4 divise 2.
ce qui implique donc 4 divise 2, absurde. Donc, on a fait une hypothèse qui nous a mené à une absurdité. Donc, on avait supposé qu'on avait un élément irréductible qui divise ces deux éléments-là. Donc, ces deux éléments-là n'ont pas d'éléments irréductibles en commun dans leur factorisation sur l'anneau. Donc, ils sont bien premiers entre eux. Donc, on a montré cette première étape-là. Donc, à quoi ça va nous servir si on regarde cette décomposition ici? De savoir que ces deux-là sont premiers entre eux, en fait, c'est qu'on va vraiment utiliser la factorialité de l'anneau. Donc, comme quand on est sur Z, on peut se ramener à des factorisations en produit de nombres premiers. Bah là, on va faire la même chose sur A. Et donc, l'idée, ça va être de montrer que ces deux éléments, ce sont des cubes. Donc, montrons que x plus i racine de 2 est un cube dans A. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Bah, on va prendre soit P irréductible dans A, tel que P divise Y cube, ou Y en fait, on même. Donc, si on prend P irréductible qui divise Y, on va montrer que la valuation p-adique de l'élément P pour x plus y racine de 2, on va montrer que ça sera un multiple de 3. Et donc si on fait ça pour n'importe quel élément irréductible qui divise y, ça veut dire qu'à inversible près, x plus y racine de 2, ce sera bien un cube. Donc, on prend, là j'aurais dû plutôt mettre que tel que P divise x plus y racine de 2. Donc on définit nu P, la valuation p-adique, sur A. Donc c'est vrai que cette valuation p-adique, bah, si on lui applique nu P de x plus i racine de 2, x moins i racine de 2, bah, ça se comporte comme nu P de x plus i racine de 2 plus nu P de x moins i racine de 2. Et ça, on sait que c'est égal à 3 nu P de y. Et donc, c'est là qu'on voit pourquoi c'était important de montrer que les deux éléments qui étaient ici dans la factorisation sont premiers entre eux. C'est que bah, vu qu'on a supposé que P divise cet élément-là, automatiquement, on sait que cette quantité-là est égale à 0. Et du coup, bah, vu qu'on a ici des entiers, on n'a que 3 divise nu P de x plus i racine de 2. Donc 3 divise P de x plus i racine de 2. Donc, pour n'importe quel irréductible qui divise notre élément, sa puissance sera un multiple de 3, donc on pourra l'écrire comme un cube à inversible près. Donc, il faut bien faire attention à ça dans notre anneau. Sauf que, comme A étoile est égal à 1 moins 1, bah, 1 c'est égal à 1 au cube et moins 1 c'est égal à moins 1 au cube. Tous les inversibles sont des cubes, donc x plus i racine de 2 est bien un cube dans A. Donc x plus i racine de 2 est un cube dans A. Donc bah, maintenant on n'a plus qu'à écrire que il existe AB moins Z2 tel que x plus i racine de 2 soit égal à A plus IB racine de 2 au cube, ce qui nous donne A cube plus 3 A carré IB racine de 2 moins 6 A B carré moins 2 racine de 2 B au cube. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, on n'a plus qu'à identifier partie réelle et partie imaginaire pour cet élément-là. Et on sait donc que ce système revient à x égale
a cube moins 6a b carré et 1 qui est égal à 3 a carré. En fait, on peut mettre le b en facteur, 3 carré moins 2b carré. Et donc, ici, on va chercher à identifier les éléments dans Z, c'est-à-dire à identifier le cube qui nous donne notre élément. Et on voit que ici, B il est dans Z, et que B fois un autre élément qui est aussi dans Z donne 1. Donc, on sait que B, c'est un inversible de Z. Donc, B est égal à plus ou moins 1. Et donc, ici, si B vaut moins 1, on aboutit à une contradiction. Donc, normalement, on aboutit à B égale 1 en résolvant le système et à A égale plus ou moins 1. Voilà. Ce qui nous revient à comme solution. Oui, parce que si B égale 1, ça fait 3A2 moins 2B2 égale 1, et si B égale moins 1, ça fait 3A2 moins 2B2 égale moins 1. On regarde ce qui est compatible, ce qui est incompatible, parce qu'un carré, il doit être positif, et puis voilà quoi. Voilà, donc ça, résolution du système dans Z. Et donc ce qui nous revient, une fois lorsqu'on calcule ici, selon le choix de A, X peut valoir plus ou moins 5, et Y vaut 3. Donc réciproquement, on voit bien que cette solution, enfin ces candidats est aussi solution de l'équation. Donc l'unique solution de l'équation de Mordell sont bien donc, plus ou moins 5, 3, là, bon, enfin, unique, il y en a 2. Donc unique solution de x2 y cube. Et donc pour conclure ce développement, maintenant qu'on a résolu cette équation, si on s'intéresse à un entier n tel que n-1 soit un carré, et donc je reviens sur le problème initial, et tel que n plus 1 ce soit un cube, et on remarque que du coup ça revient à ce que x carré plus 2 nous donne y cube, et donc ça revient à considérer x égale plus ou moins 5, sauf que si on met au carré, ça revient à ce que n-1 soit égal à 25, et donc n égale 26. On enchaîne avec les questions, hein, ouais. Ça te va? Je suppose que tu l'as fait dans le cadre des anneaux principaux, parce que là, tel que c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut regarder à quel moment, quels sont les moments clés où tu as utilisé les anneaux principaux? Ouais. Donc, le fait que l'anneau soit principal, donc on a surtout utilisé le fait que l'anneau soit factoriel. Oui. Et donc, ça a vraiment été à ce moment-là où on a identifié des facteurs entre eux et où on a parlé de facteurs irréductibles. Donc ça, c'est vraiment une propriété clé des anneaux factoriels. Donc c'était vraiment au moment de cette factorisation où on a dit que on identifie un facteur et avec les facteurs qui étaient prenus entre eux et en disant que du coup c'était forcément un cube. Ouais. Avec l'utilisation aussi de la variation p-adique. Ouais. Ensuite... Oui. La notion d'être premier entre eux, hein, la notion déjà d'être premier entre eux et la notion de évaluation p-adique, exactement. Et c'est quoi les petites idées pour montrer que c'est factoriel? Même les idées générales pour montrer que c'est factoriel. Tu as dit que c'était euclidien, et comment on montre que c'est euclidien? Alors, comment on montre que l'anneau A est euclidien? Oui, juste voilà. L'idée, quoi. Ouais. C'est quoi les idées? Voilà, donc l'idée, c'est de se ramener, lorsqu'on a nos deux éléments à Q de I racine de 2, oui. Et de se dire, en fait, si on considère le quotient, donc si je me donne A et B et que j'ai envie de faire ma division euclidienne, si je regarde A sur B, il appartient, vu que les deux étaient dans Z de I racine de 2, ceci appartient à Q de I racine de 2, et du coup je peux trouver l'entier le plus proche pour la partie, donc il faudrait que je l'écrive. Je pourrais l'écrire comme ici Q1 plus I Q2 racine de 2, et en fait pour chacune de ces quantités, on peut trouver
il existe. Du coup, comment je vais les appeler? Il va exister alpha, bêta, appartenant à Z, tel que Q1 moins alpha égale à 1,5 et Q2 moins bêta inférieur ou égal à 1,5. Et du coup, l'idée de la division euclidienne, en fait, c'est toujours cette norme algébrique. Lorsqu'on va faire A sur B moins donc alpha moins I bêta racine de 2, lorsqu'on va faire cette quantité-là, on va regrouper. Donc là, j'aurais dû écrire Q1 plus QI, Q2. Lorsqu'on va regrouper les quantités, on sait que ça va être du coup plus petit. Donc la norme, ça faisait A carré plus 2B carré, donc ça va être plus petit que 1,5 au carré, plus 2 fois 1,5 au carré, et ça, c'est strictement plus petit que 1. Et du coup, en faisant ça, on a trouvé notre candidat. Et une fois qu'on va faire, on va poser R qui est égal donc, à mon premier élément moins B fois celui-ci. J'aurais bien que la norme de R est strictement plus petite que la norme de B, ce qui est la condition. C'est la condition pour un anneau euclidien. Mais si on fait un dessin, est-ce qu'on peut voir que Z de I racine de K, pour K assez grand, ça va plus marcher cette méthode? Ouais. En faisant un petit dessin ouais. pour montrer ce que c'est que cette norme inférieure à 1, quoi. Hein. Tout à fait. Donc quand on va prendre un Z de I racine de K, ici on voit qu'on va considérer une sorte de réseau sur Z, où on va procéder comme dans un espace vectoriel, sauf que là on sera sur un anneau. Et donc ici le K, le racine de K, ça va correspondre à la hauteur ici de ce rectangle-là. Et nous, ce qu'on a fait ici, c'était trouver, lorsqu'on considère le quotient, donc, qui tombe dans ce réseau, on cherchait un candidat. On est dans Q, quoi. Hein, voilà, ouais, c'est ça. Tout à fait. On cherchait un candidat le plus proche possible, tel que lorsqu'on va calculer cette norme, on puisse avoir une distance plus petite que 1. Et là, on voit que lorsque K va devenir plus grand, on va perdre ses propriétés. Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui connaît juste la division euclidienne sur Z? Comment tu pourrais prendre cet exemple-là, hein, d'accord, et dire, bon, ben, c'est pareil, c'est exactement pareil que ce qu'on faisait sur Z. Ouais, sur Z, ce serait... c'est ça, ouais. Et en fait, ça considérait à se dire, là, moi je veux retomber sur un point du réseau, donc je sais que je vais avoir une... Alors après, le réseau, il n'est pas forcément sur 0,1, il est n'importe où dans le plan, quoi. Hein. Tout à fait. Et l'idée, ce serait de trouver une distance plus petite ici. Que 1, voilà, plus petite que 1, et donc comment ça se passe dans Z? Et ici, en fait, ça reviendrait à trouver, je le verrais plutôt comme le reste, où en fait, on retire suffisamment de fois les points de ce réseau, donc c'est jusqu'à oui. Donc on va tomber dans le quadrillage, voilà. Et ici notre point va tomber... Bon, pas forcément sur 0,1, mais on peut, voilà. Et avec le B qui serait ici. En fait, on aura retiré suffisamment de fois l'élément par lequel on divise pour retomber d'accord. Strictement. Oui. Et là, il suffit de prendre en fait la partie entière, quoi. C'est l'idée de la partie entière qu'on comprend. Ce qui est là, lorsqu'on trouve les éléments dans Z, on réutilise ici sur chacun des axes. Oui. Mais là, il n'y a pas d'idée de diagonale, donc tout est de distance inférieure à 1, parce qu'il n'y a pas de problème de diagonale, quoi. Ici, hein. Mais au bout d'un moment, quand K est assez grand, on ne pourra pas avoir une distance. Le point du milieu là que tu as dessiné, il sera trop loin. Alors que on est toujours à 1,5, quand on est sur Z, on est toujours à 1,5 d'un point entier, quoi. Ouais. Ok, très bien. Et alors, tu disais que tu avais eu des questions Donc, une question qui est assez naturelle. Ça sent le vécu. Est-ce que tu revis ces moments-là? Ça, j'ai pu l'échapper à celle-là. Mais une question qui était assez naturelle, c'était de se dire, est-ce que votre raisonnement pourrait s'appliquer... imaginons qu'on souhaite généraliser le type d'équation. Donc ça veut dire que le type d'équation auquel le jury pensait
c'était une fois que j'ajoute K, est-ce que la méthode fonctionnerait toujours? Ce qui rejoint un peu ta précédente question. Et donc, je ne sais pas si c'est eux qui m'ont suggéré ou si je l'ai proposé, mais en fait, le problème, il arrive très tôt. Là, on était pour K égale 2. Si on regarde à K égale 3 ce qui se passe, ZI racine de 3, il n'est pas factoriel. Donc, en fait, on ne pourra pas appliquer ce procédé de cette manière-là. Et une manière de le voir, c'est que, en fait, 4, du coup, ça serait 1 moins I racine de 3 fois 1 plus I racine de 3. Moi, j'ai pas mis I. Mais c'est aussi 2 fois 2. Donc, là, pourquoi ça va nous suffire à dire que cet anneau il n'est pas factoriel? C'est qu'en fait, là on a 2 décompositions, et surtout que si je regarde cet anneau B, qui était ça, les inversibles de B, ce sont également 1 et moins 1. Ça se voit très facilement avec la norme algébrique. Et ce que ça nous dit, ça veut dire, là on voit bien que ces éléments ne sont pas conjugués entre eux par un inversible. Parce qu'on pourrait avoir 2 décompositions. Il faudrait déjà montrer qu'ils sont irréductibles. Oui. Est-ce qu'ils sont irréductibles? Comment on montre qu'ils sont irréductibles? Donc là, il faudrait résoudre. Qu'est-ce qu'on regarde pour voir l'irréductibilité? La norme, voilà. Donc en fait, on voit assez facilement que 2 est irréductible dans B, parce qu'il ne peut pas être la norme d'un élément de B. Parce que 4 n'est pas à part 2. Voilà. Donc il est irréductible. Ça voudrait dire que si 2 n'était pas irréductible, ça voudrait dire que 4 se décomposerait forcément en 2 fois 2, donc que 2 serait la norme d'un élément de B. Et ça, c'est hyper facile de voir que 2 n'est pas un... Et donc maintenant qu'ils sont irréductibles, oui, ils sont pas... En revanche, ce contre-exemple nous indique dans quel anneau il faut travailler. Voilà. Parce que là, on reconnaît, il y a ces quantités-là avec moins I racine de 3 et le 2 fois 2. Et en fait, il y a une manière de contourner en ne considérant pas une sorte de quadrillage en rectangle, mais un quadrillage en triangle. Un hexagone ou un triangle, Et en fait, ça serait Z de J qui, lui, va l'être. Et donc, c'est une belle alternative où, en fait, on voit que... On voit bien que le I racine de 3 va être aussi dans celui-ci, mais que lui va bien être factoriel. Mais donc là, on voit très tôt qu'on ne pouvait pas généraliser. Et alors, comment ça se fait que dans Z de J, du coup, c'est pas un contre-exemple, ce que tu nous donnes avec 4? Ouais. Donc, avec 4, parce qu'on voit que si on divise ces quantités-là par 2, on retombe sur J qui, lui, est une unité. Voilà. Et en fait, tout à fait. Z de J étoile, lui, il aura 6 éléments qui sont 1, J, J carré et leurs opposés. Donc, plus ou moins... Et en fait, c'est là que se fait la différence, c'est que les irréductibles sont toujours à inversible près, ce qui est vraiment très important. D'accord. Lorsqu'on aura des anneaux. Alors après, là, pour B, c'est encore une exception, c'est-à-dire qu'on a réussi à trouver un plan B, comme on dit, où on va pouvoir s'injecter dans un bon anneau factoriel. Parce que à la limite, si on s'injecte dans le corps, il est toujours factoriel, mais il est pas bon parce qu'il va pas nous donner suffisamment d'objets intéressants. Mais là, on a un objet assez proche qui est Z de J. Mais malheureusement, ça marche pas encore à tous les coups. Donc, c'est quoi le plan B? Est-ce que tu connais? Parce que, là, on est largement hors du programme, et je pense pas que le jury ait eu le temps de te poser des questions là-dessus. Mais c'est quoi le plan B quand tu vas prendre un autre, un Z de I, je sais pas, racine de 61, tu vois, là... où là, tu vas plus pouvoir te plonger dans un anneau factoriel proche, quoi. L'idée, ça va aller des classes d'idéaux. Voilà. Et des idéaux qui seront premiers entre eux et qui, eux, auront cette propriété. D'accord. Alors, il faut
faut se plonger dans la clôture intégrale de B d'abord, qui est là, c'est Z de J, hein, pour ce B-là. On se plonge dans la clôture intégrale, et ensuite, là, on a la théorie de Kummer, là, qui nous dit il va falloir regarder les classes d'idéaux. Et ça, c'est une très très belle étape dans l'histoire de l'arithmétique et des équations diophantiennes qui est là. Ouais, très bien. Alors sinon... J'avais une autre question, si jamais. Ah oui, vas-y. Oh oui, avec plaisir. Le jury a posé. Ouais. Donc, une autre question était de considérer cette fois-ci l'anneau Z de racine de 2. Bah, on voit qu'il est très proche. Et on m'a redemandé d'expliquer pourquoi l'anneau était euclidien. Et donc, cette fois-ci, c'était de considérer un quadrillage dans Z2. Mais on voit bien que ça va être les mêmes rectangles et que cette fois-ci, la norme, c'est A moins 2B carré. Donc, plus B racine de 2. Et donc, le jury m'a invité à dire quelle était la différence entre cet anneau et celui qui était considéré pour résoudre donc, cette équation. Parce que là, on voit que le raisonnement, là, en prenant la valeur absolue ici, on va avoir que cet anneau, il est euclidien et qu'il sera principal, factoriel, et qu'on peut réappliquer le même type d'argument. À quel moment il va y avoir un changement? Si on regarde la preuve qu'on a faite, ici, j'ai dit qu'on avait des inversibles qui étaient des cubes. Et du coup, ce qu'il fallait répondre ici au jury, c'est de se dire, regardez le comportement des inversibles. Et donc, je ne sais plus comment était posée exactement la question, mais une question, c'est-à-dire montrer qu'il y en a une infinité. Et donc ça, on voit bien que ça va être lié à la forme de nombre algébrique ici. Et en fait, donc, comment on montre que cet ensemble il est infini? Si on regarde 1 plus racine de 2, donc il appartient bien à mon anneau. Et donc si je fais 1 plus racine de 2 fois racine de 2 moins 1, on voit que ça va bien nous donner 1. Donc 1 plus racine de 2 appartient à A étoile. Ce qu'on pourrait remarquer, c'est qu'en fait, A étoile c'est un sous-groupe. On sait que c'est un groupe. C'est un groupe pour la loi fois. Et du coup, on va savoir donc que les 1 plus racine de 2 puissance n vont toujours être dans A étoile. Avec n, donc dans 7. Et donc, pourquoi on sait que ça va être infini? Parce que si on regarde le module de 1 plus racine de 2, il est strictement plus grand que 1. Donc cette quantité-là va tendre vers plus infini quand n va tendre vers plus infini. Et du coup, on aura bien une infinité d'inversibles pour cet anneau. Et donc c'est ça la principale différence. Et que si on regarde les inversibles, ça veut dire les éléments pour lesquels cette quantité vaut 1. Voilà, si on veut faire un peu de forme quadratique, tout à l'heure, avec le plus, on avait une ellipse. Et du coup, il y avait 2 points sur l'ellipse qui étaient à coordonnées entières. Là, on va regarder une hyperbole. Et donc, ce qu'on vient de montrer ici, c'est qu'il y aura une infinité de points à coordonnées entières sur l'hyperbole. Ce qui montre la différence entre ces deux anneaux. Ok. Oui. Tout à fait. Joli. Ce qui fait penser... juste une référence pour... Ah oui, j'ai pas dit. Non, mais vas-y. Pour l'équation de Mordel, c'était le CVA. Et puis, carnet de voyage en algébrie. Voilà. Et puis pour le nombre 26, on l'avait découvert avec la promo dans c'était le 131 développement. Ah oui. Où il montre ça d'une manière... C'est en résolvant la même équation de Mordel, mais il se focalisait sur le nombre 26 qui permet d'ajouter un peu de contenu et de donner un angle pour ce développement. Alors, rien qu'avec le nombre 26, donc justement, puisque tu parles du nombre 26, et on fait exactement la même, le même exposé que toi au départ. On dit, voilà, on remarque que 26 est solution. Est-ce que tu peux trouver à partir de là une infinité de solutions, mais rationnelles cette fois-ci, de cette équation? Alors ça, je me souviens qu'il faut multiplier, on multiplie par un élément et en projetant on arrive à toutes les retrouver. En fait, là on sait qu'on a une solution, donc ça veut dire que si on regarde les points
plus 5, enfin plus ou moins 5, 3, Oui, il appartient à une certaine courbe, voilà. donc où on regarde les solutions Sur Z, mais on peut les regarder sur Q maintenant. On peut les regarder sur Q. On va les regarder sur Q. Et quel est l'avantage de regarder la courbe sur Q? Donc c'est que on peut munir Oui. les solutions d'une certaine structure donc, Voilà. de groupe. De groupe. Voilà, tout Voilà. à fait. Et là, on regarde l'élément engendré par 5,3, par exemple. Et en fait, on va voir qu'il n'a pas de torsion. Et il va nous fournir, on va avoir Z qui s'injecte dans CQ. Et on va en avoir une infinité, quoi. Donc en gros, ah tiens, je te donne ça, voilà. Hop, tac, tac. En gros, là, alors le truc qui est peut-être embêtant pour les gens qui ont l'habitude de ce qu'on appelle les courbes elliptiques, c'est que ici, normalement, X et Y sont échangés dans les groupes elliptiques parce que, donc je vais mettre Y ici, puis X ici, d'accord? Et on va avoir une courbe qui va être comme ceci. Voilà, qui part comme ça. Et on a, en fait, donc, on a 3 ici, et plus ou moins 5, d'accord, ici, qui vont se retrouver là. Et là, bon, je vais peut-être le mettre... je suis embêté par la structure de mon dessin. Voilà. Ici, je vais avoir un point. Alors, évidemment, hein, là, je suis en train de dessiner la courbe réelle. D'accord ? La courbe sur Q est beaucoup plus sporadique. Hein, d'accord ? Et en fait, avec ce point-là, je sais que, puisqu'il est dans Q, il est dans CQ, ce point-là, quand je vais prendre la tangente, eh bien, comme c'est une courbe de degré 3, la tangente, bah, c'est finalement 2 points. Donc, je vais forcément avoir un troisième point. Et comme mes équations restent dans Q, eh bien, mon troisième point, il va être encore dans Q. Et après, je vais reprendre, par exemple, ce point-là. Et là, je sais que je vais avoir un autre point, etc., etc. Et je vais construire une infinité de points, comme ceci. Même si j'ai qu'un point, je prends la tangente. Mais en revanche, je ne reste pas dans Z, parce que mes équations vont être... je vais être obligé de travailler comme dans les équations à x plus b égale 0. Je travaille tout de suite sur un corps, quoi. Donc x égale moins b sur a. Voilà. Donc ça, c'était encore une dernière histoire. Mais je vais terminer sur toi quand même. Voilà. Ok. Eh bien, là, c'est super bien expliqué, comme d'habitude. Et puis, j'espère que tu vas... Je sais pas. Je sais pas du tout qui tu es comme chercheur. Ce que tu fais, c'est complètement à l'extérieur. Tu fais des stats, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, en tant qu'enseignant, je te recommanderais avec ferveur. Voilà. Allez, bah merci beaucoup. Merci. À une prochaine.